client nous appelle, il nous dit, bah voilà, j'ai une agence WordPress avec qui je travaille qui est en train de faire la création de mon site. Mais nous avons des milliers de fiches produits à rentrer dans WordPress et notre prestataire ne sait pas faire. Donc la cliente se dit, bah, moi, il va falloir que je me tape à la main mes milliers de fiches produits, puis réécrire mes petits textes, faire mes copier-coller, mettre mes images, etc. Et nous, on se dit, bon, ne vous inquiétez pas, on va pouvoir vous accompagner, il n'y a pas de souci. Et on leur fait une estimation sur comment est-ce qu'on peut automatiser la mise en place de leurs fiches produits, de prendre de leur catalogue. Et à tous les niveaux de la prestation, on a foiré. De mémoire, la personne qu'on avait en contact là-bas a fait un burn-out, donc elle est partie après la mise en ligne du site. Moi-même, mon développeur et un autre consultant SEO, on était passablement énervés et agacés de la prestation. Parce qu'en fait, à tous les niveaux, on a mal géré. On a mal géré la compréhension du problème, l'estimation de base, vous verrez que c'est tout par de là. Et on a mal géré l'ensemble des étapes. Le planning, le budget, les méthodos, les outils, le suivi, la communication, on fait tout à foire. Et donc l'idée, c'est de vous dire un petit peu pourquoi. Alors ça, c'est l'exemple extrême. Hein. On a quand même réussi à sortir le site pour le client, mais il n'empêche que ça a été très compliqué. Et donc, quand on a une prestation qui se passe mal, avant même de savoir comment on va la traiter, la première problématique, vous allez tout savoir, c'est de savoir comment un projet web, et d'ailleurs un projet informatique dans son ensemble, doit se dérouler. Et on va dire les grands principes. D'ailleurs, ça coule de source plein de fois, mais en fait, la moitié du temps, c'est pas appliqué dans la plupart des agences ou pour la plupart des indépendants qui travaillent dans ce domaine. Et on va commencer donc à égrener d'abord les différentes problématiques. La première chose, que je vous disais tout à l'heure, c'est la compréhension du besoin. Le client, quelle est sa demande réelle? Rien qu'à ce niveau-là, juste à cette étape-là, on perd déjà la moitié des projets. Parce qu'en fait, entre ce que dit le client et ce que le client croit vous avoir fait comprendre, il y a un gap. C'est comme quand vous avez un formateur. Un formateur vous enseigne quelque chose pendant une journée, lui il pense vous avoir tout dit, et au final, vous avez retenu que 10% de l'ensemble du cours qu'il vous a donné. C'est exactement la même chose. Comprenez parfaitement le besoin, faites-le répéter au client, faites-lui détailler tout ce qu'il veut, comment il le veut et pourquoi il le veut comme ça. Parce que c'est pareil, la demande initiale peut être complètement foireuse. C'est pas parce qu'un client vous demande quelque chose que vous devez le faire. Le client n'est pas roi. Théoriquement, si vous êtes développeur WordPress, intégrateur, chef de projet, référenceur, peu importe, vous avez l'expertise. Donc vous êtes là pour guider votre client. Si votre client a une idée mais que c'est une idée foireuse, dites-lui non. Dites-lui non, c'est pas comme ça qu'on fait, pour telle ou telle raison. Soyez pédagogue. Mais il n'empêche que c'est cette problématique. Pour revenir à mon exemple à moi, la cliente nous disait je veux intégrer 9000 ou 10 000 fiches produits, je ne sais plus le chiffre exact. Et dans notre compréhension, on était persuadé qu'il y avait déjà un fichier Excel tout beau, tout propre, qu'on prenait et qu'on importait. Rien que la génération du fichier Excel en interne, ça nous a pris environ une semaine et demie. J'ai passé une semaine et demie de mon temps, il y a 2 étés, à faire des formules Excel pour juste recalculer automatiquement des colonnes. Forcément, dès qu'on a recalculé une autre qui pétait, etc. C'est le bordel. Et de juste déjà comprendre de quoi on part, ça détermine tout. Et une fois que vous avez bien compris, vous allez pouvoir correctement estimer. Et si vous avez un doute sur l'estimation, cherchez pas, faites x2 sur le prix. Nous, c'est simple, c'est dès qu'on a un doute, on augmente considérablement le prix, et même en faisant du x2 sur le tarif, on est des fois à perte. Parce qu'en fait, si vous avez un doute et que vous n'avez jamais fait, si ça se trouve, vous allez avoir un coup de bol et finalement ça va être rapide et simple et tant mieux, vous allez gagner de l'argent. Mais dans plein de cas de figure, en fait, c'est pas le cas. Pour la petite histoire, cette prestation, on avait vendu 3 000 €. Avec le recul, on aurait dû le vendre entre 10 000 ou 12 000 € par rapport au temps qui a été réellement passé par l'ensemble des équipes. Donc ça, c'est l'estimation de base, elle était importante. Mais cette estimation, elle dépend d'un point crucial, le cahier des charges. C'est chiant, c'est inintéressant au possible, mais c'est indispensable. Et le meilleur conseil que je peux vous donner de base dans une prestation web, ne démarrez pas un projet et n'estimez pas un projet si vous n'avez pas un semblant de cahier des charges. Le pire, c'est le client, son nom est plein. Alors, je voudrais un site qui ressemble à celui-là. Le qui ressemble à, ce n'est pas un cahier des charges. Ça ne détaille pas le besoin. Parce qu'en fait, chaque site est différent, chaque secteur d'activité est différent, chaque entreprise est différente dans un même secteur d'activité, et vous avez tout un tas de besoins qui vont être différents. Et puis en plus, le site peut évoluer. C'est-à-dire que dans votre cahier des charges, c'est pas juste le besoin à l'instant T, c'est de savoir le besoin dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Je vous donne un exemple encore d'un autre client qui nous a demandé une création de site. Ils font des produits pour les animaux, des produits vétérinaires. Et donc, ils peuvent présenter des fiches produits. Et le chef de projet chez nous pose la question, est-ce que vous voulez un site e-commerce? En interne, ils disent, non, on ne veut pas de site e-commerce.
Mon chef de projet insiste, et vous êtes sûr, est-ce que c'est définitif, vous ne voudrez jamais site e-commerce, sur le site, on échange, la réponse est définitivement non. Là, 1 an après la sortie, ils nous demandent de transformer tout leur site en site e-commerce. Sauf qu'en fait, ça va leur coûter 2 à 3 fois plus cher que si on l'avait fait d'un seul coup. Parce qu'en fait, tout ce qu'on avait développé initialement, il faut qu'on le refasse. Il faut qu'on le réimporte dans les fiches produits, etc. Ceux qui utilisent WooCommerce, je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent, et ben voilà, il faut tout migrer de type de contenu classique dans des types de contenu produits. Et juste ça, ça a un coût, ça prend du temps et mine de rien, le client, il faut que dans votre cahier des charges, il vous aide à se projeter et que vous-même vous lui posiez des questions. Vous, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, où est-ce que vous vous imaginez? Et ça, vraiment, croyez-moi, c'est indispensable. Donc imaginons que vous avez compris le besoin. Vous avez correctement estimé parce que vous avez un joli cahier des charges. On vient à l'étape d'après, la planification. Il est très important de planifier un projet, de définir toutes les étapes et de dire, ben voilà, la partie développement des fonctionnalités, ça va prendre 3 semaines, l'intégration HTML, CSS, ça va prendre un mois de plus, l'intégration des contenus, un mois, enfin, peu importe. Sachez que dans 95% des cas, le planning de base ne sera pas respecté. Parce qu'en fait, entre le planning que vous imaginez et le planning réel, il y a un gouffre. Et il y a un gouffre pour plein de raisons. Il y a un gouffre, par exemple, parce que votre client ne vous répond pas en temps et en heure. Il fait le mort. Alors nous, on a plein de clients comme ça. Ils commencent une création de site, puis ils n'ont plus le temps. Et puis ils se réveillent 10 mois après. Puis après, ils nous disent hey, vous êtes en retard. Sauf que nous, on était prêts, et sauf que le planning a changé. Et le meilleur exemple, là, c'est un site qu'on n'a toujours pas livré et qu'on a dû commencer il y a 1 an et demi. Et c'est un site vitrine, un truc très basique, tout simple, quelques pages de contenu, etc. Mais c'est du vécu. Donc essayez quand même de planifier au maximum, de définir les rôles de chacun et de définir un échéance. Et même avec cette planification, vous allez devoir faire très attention à celle-ci dans le détail de ce que ça implique. Et quand je dis le détail, c'est pas juste j'ai fait un planning, je l'ai envoyé au client, puis après c'est bon, je le mets sous le tapis, puis on verra bien ce qui se passe. Ce planning, la personne qui est responsable du projet, alors si vous êtes indépendant, c'est vous, si vous êtes une équipe, c'est le chef de projet, mais c'est de le suivre. Vous collez au cul du planning. Et dès que vous voyez qu'un élément dépasse, vous devez alerter. Vous alertez vos équipes, vous alertez les clients, vous alertez les partenaires, peu importe avec qui vous travaillez, mais si vous ne faites pas ce travail, ça se retournera quasiment systématiquement contre vous. Et nous, par expérience, je donne un exemple, on dit au client, ben voilà, nous on vous livre le serveur de développement. Vous allez pouvoir commencer à rentrer vos contenus définitifs avant la mise en ligne. On leur dit, ben voilà, vous avez 2 semaines. Le client n'est pas de souci. Puis au bout de 3 semaines, 4 semaines, il ne se passe toujours rien. Et si vous ne suivez pas et vous n'alertez pas, c'est là où ça va être compliqué. Et c'est encore pire quand vous avez plusieurs projets en même temps. Donc nous, par exemple, nos développeurs et nos intégrateurs, ils bossent rarement sur un seul projet, ils n'ont que ça pendant 2-3 semaines. Ils vont passer d'un projet à l'autre. Et si vous ne suivez pas le projet, en fait, un projet qui prend du retard, tous les autres prennent du retard, et après c'est un bordel infini, parce que vous êtes constamment à essayer de rattraper en fait le retard que vous avez accumulé. Et malheureusement, vous recevrez ce genre de mail. Là, vous imaginez, on est mi-décembre à peu près, on a un petit mail comme ça du client qui nous dit en gros, merci pour ce récapitulatif. Le client répond à un chef de projet. Et nous avons un réel sujet car il nous faut impérativement arriver à lancer une première version du site fin janvier, début février ou plus tard. Sachant que le même client veut lancer la version de son site parce qu'il bosse en simultané sur 2 autres sites en même temps. Donc autant vous dire que nous n'avons pas lancé le projet en janvier ni en février. Parce que les clients vont constamment essayer de vous imposer leur tempo. Et ils vont vous dire, moi mon site il sort à cette date. Alors certes, le client est roi, mais c'est à vous de lui dire non. Si vous commencez, si dans votre tête vous savez que vous ne pourrez pas tenir le délai, et que vous commencez à lui dire oui c'est mort, vous allez vous faire grignoter au fur et à mesure de la prestation, et au final le client il a eu ce qu'il voulait, il aura quand même été frustré parce que les échanges ont été un peu houleux, vous aurez été en stress, et au final en termes de rentabilité, vous ne serez pas toujours là convenablement. Là par exemple, on avait fait l'erreur, voilà, maintenant on ne le ferait plus, on avait externalisé une partie de l'intégration. Parce qu'en fait, on ne s'en sortait plus, donc on a fait appel à un intégrateur externe qui nous a envoyé ses fichiers HTML, CSS, pour qu'on les réintègre dans un thème WordPress, parce que le délai imposé par le client était intenable. Et ce qui m'amène au point 3 bis, vous replanifiez. Et votre planning, vous le changez constamment, vous l'améliorez, vous le modifiez, vous le réadaptez, et surtout, vous prévenez tout le monde, et vous mettez des alertes. Dire, voilà, on n'a pas tenu les délais, voici le nouveau planning, pour telle raison, j'ai besoin, vous dites au client, de ça, vos autres prestataires et partenaires également. Grosso modo, il faut vraiment que vous ayez une communication qui soit hyper transparente. Et justement,
S'il y a un point de tout le meetup à retenir, c'est celui-ci. La plupart des projets partent en vrille parce que vous ne savez pas discuter. La clé d'un projet web et d'un projet WordPress, c'est de communiquer. Dès que quelque chose ne va pas, dès que quelque chose prend du retard, dès que quelque chose n'est pas clair, communiquer, parler, échanger, poser des questions, c'est hyper important. L'exemple typique, vous avez par exemple dans pas mal d'agences, la nôtre, on a quelqu'un qui est responsable commercial. C'est lui qui est en relation avec les clients à la base, qui fait l'estimation, qui reprend les attentes, le cahier des charges et qui fait une estimation. Déjà, cette personne-là va comprendre le besoin d'une certaine façon. Il va le retranscrire dans un devis. Ce devis va être signé par le client. Et ce devis, après, on le renvoie à un développeur ou à un intégrateur, qui lui-même pourra le recomprendre encore différemment. Et ce qui fait que vous vous retrouvez avec des projets où, tout d'un coup, vous avez commencé à développer quelque chose, et après, il y en a un qui fait « Ah ouais, mais en fait, c'était pas du tout ça. En fait, ça fait 3 jours que tu bosses dessus, puis ça sert à rien. En fait. On va acheter ce que tu as fait, puis on recommence. » Et vous avez pris 3 jours de retard dans le projet, et vous avez perdu 3 jours de chiffre d'affaires. Et cette communication, elle peut prendre plein d'aspects différents, et par expérience, tous les clients sont différents. Il y a des clients qui marchent beaucoup par mail, d'autres par Skype, d'autres par téléphone, d'autres pour lesquels il faut des rendez-vous physiques. Chaque client est différent. Chaque personne dans votre équipe ou vous-même, vous êtes différent. Donc, je suis très à l'aise par téléphone, très à l'aise par mail. Il y a des gens qui détestent le téléphone, il y a des gens qui n'aiment pas écrire des mails. Trouvez le bon moyen de communiquer avec vos clients, vos partenaires. Et ce point, il faut communiquer, m'amène à un point très important. Garder des traces. Alors, c'est pas juste pour botter en touche en disant c'est pas de ma faute, hein, mais c'est que des fois, vous alertez le client. Vous lui dites les délais sont dépassés. Vous lui dites ça c'est pas possible ou ça c'est pas dans le devis. Et il y a des clients en fait qui font, alors soit ils comprennent vraiment pas, soit ils font les sourds, genre j'ai pas entendu, c'est pas grave, on va continuer, puis de toute façon il livrera à la date à laquelle j'ai demandé mon site. Gardez toujours des traces. Alors c'est pas juste dès qu'on vous engueule pour dire hey regardez j'ai la trace, je l'ai dit, c'est bon. Mais c'est au moins si vraiment ça part mal, vous aurez au moins une preuve de dire non mais vous avez prévenu. Et quand je dis garder les traces et communiquer avec le client, c'est faites-le plusieurs fois. L'exemple du site pas e-commerce qui maintenant devrait être e-commerce, j'ai le souvenir de mon chef de projet qui a envoyé plusieurs mails et je l'ai entendu plusieurs fois le dire. Donc c'est pas juste une fois. On a répété la chose. En tant que formateur, on nous dit toujours ça. Il faut répéter plusieurs fois les choses pour que ça rentre dans le crâne. Dites-vous bien qu'avec un client, c'est exactement la même chose. Répéter, répéter, répéter. Et garder tous vos échanges au maximum de côté. Et il y a encore d'autres problématiques dans un projet web et un projet WordPress. C'est le respect du budget. Vous avez signé un devis ou un contrat avec votre client qui stipule l'ensemble des tâches qui seront à mener à bien. Vous avez des clients sur lesquels, en fait, dans votre devis, il y a une formulation, donc il y a déjà une formulation peut être ambiguë. Je vous donne un exemple typique. Un client qui me demande « J'ai besoin d'un système de coupons de réduction pour ma boutique e-commerce ». Je lui dis « C'est cool, mais je ne sais toujours pas ce que vous voulez. » Parce qu'en fait, un système de coupons de réduction, je peux mettre tout et n'importe quoi dedans. Je peux avoir un coupon par produit, un coupon par commande. Je peux dire que je veux en acheter un pour le prix de 3. Je peux faire des réductions dégressives en fonction du nombre de quantités. Je peux faire des réductions dégressives en fonction du type de client, un particulier, une entreprise. Enfin, je peux faire plein de choses en fait. Et rien que cette formulation, juste je veux un système de coupons de réduction, ça ne veut rien dire. Et il y a des clients comme ça qui vont gratter. Et votre job, c'est pas de brusquer le client et de lui dire non, c'est de lui dire attention, ça c'est pas prévu dans le budget. Si vraiment vous voulez, je vais vous faire un devis supplémentaire. Parce que si vous commencez à le faire, à offrir des choses, c'est là où ça devient le bordel. Nous, à l'agence, on a tendance à offrir des petites choses. Par exemple, je sais pas, on fait l'intégration d'un nouveau site, puis il a une toute petite fonctionnalité, et nous, on sait que ça va nous prendre 15 minutes. Le faire une fois, pas de souci. Dès qu'il commence à faire 2-3 fois des petites demandes comme ça, on dit non, là, par contre, stop. Toute nouvelle demande, c'est devis supplémentaire, parce que si on commence comme ça la prestation, tout au long de la prestation, pour chaque nouvelle fonctionnalité ou chaque nouvelle page, il va vous dire en fait, je voudrais ça aussi, c'est possible, puis il y avait ça, j'avais pas pensé, et ainsi de suite. Et ce qui me ramène toujours à la phase 1, je comprends correctement le besoin et j'ai un cahier des charges à côté. Ça, c'est hyper important. Et pour que tout se passe bien, il va falloir que vous utilisiez les bons outils. Alors moi, je vais vous donner quelques exemples de l'agence, mais il n'y a pas, j'insiste bien dessus, il n'y a pas les bons outils, il y a vos bons outils à vous. Toutes les agences web que je connais n'utilisent pas les mêmes outils. Aucune. Parce que chacun a ses spécificités
par rapport à votre activité, par rapport à vos besoins, par rapport aux besoins de vos clients, et à vous de trouver ce qui est le plus efficace. Parce que vous allez avoir les systèmes pour échanger avec le client, par chat, par mail, les systèmes de ticketing, les systèmes de recettage, les systèmes de suivi, de planning, tout ce que vous voulez. Là, je vous mets quelques exemples. Nous, par exemple, à l'agence, on utilise beaucoup Teamwork, qui est à la fois notre chat interne et à la fois notre système de gestion de tâches. On utilise beaucoup aussi Mantis maintenant pour tout le système de ticketing, c'est-à-dire le recettage, quelqu'un qui va à la fin vérifier que tout fonctionne bien, et faire des tickets pour que le développeur, l'intégrateur, le chef de projet puisse corriger avant la mise en production, ou le client aussi. Vous pouvez utiliser Slack pour échanger, vous avez Jira, vous avez Trello, vous avez Asana, et il y en a plein d'autres. Mais l'idée, c'est de trouver vos bons outils, et surtout d'avoir un système qui soit fluide. Les mails, en général, c'est le bordel. C'est le meilleur moyen de perdre des informations en cours de route. Nous, on aime bien justement avoir le mail pour plutôt faire des comptes rendus aux clients de manière un peu globale. Mais dès qu'on a besoin d'aller dans le détail, on va avoir des fichiers partagés par exemple sur Drive, on va avoir des systèmes de tickets sur Mantis, on va avoir toute une série comme ça d'outils qu'on va mettre en place, et vous pouvez aussi développer vos propres outils en interne. L'idée, c'est de trouver vos outils, et surtout sur le marché, il en existe plein pour tout. La gestion de planning, la gestion de comptable, ce qu'on fait, etc. Il y en a plein, mais je ne peux pas vous dire quel est le meilleur outil pour vous, mais gardez en tête que vous devez avoir un moyen de suivre l'évolution d'un projet, son planning, la gestion des tâches par rapport aux différentes personnes, et surtout la gestion aussi de tickets. Si je crée un site WordPress, il faut absolument que je puisse faire un recettage en bonne et due forme. Donc je pars du principe que vous avez ça. Autre conseil aussi de manière générique, c'est des choses toujours très bêtes, c'est le versionnement. Alors le versionnement, quand on est un développeur, on sait ce que c'est. On versionne ses fichiers. Je commence à développer le site de mon client et je versionne tous les fichiers. Le truc que les gens ne versionnent pas, ou pas assez, c'est la base de données du site sur lequel on est en train de travailler. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand je code, quand je développe une fonctionnalité, quand je crée un site WordPress sur mesure, moi, mes fichiers, au fur et à mesure que je les modifie, je les versionne, comme ça je peux revenir en arrière, et puis j'ai l'historique et je ne perds pas mon travail. Et dès lors que vous donnez le site au client, sur la pré-production ou le serveur de développement pour qu'il puisse rentrer ses contenus, qu'il puisse tester, lui, il va bidouiller. Il va commencer à écrire, il va rédiger, puis il va automatiser. Mais ce serveur-là, il faut aussi faire une sauvegarde. Parce que vous n'imaginez pas le nombre de fois où nous, dans le passé, alors maintenant on fait un peu plus attention, où les clients ont craché leur propre contenu. Et puis là, ils nous appellent en disant, voilà, une semaine que je rédige les nouveaux contenus du site, et puis le site, pouf, j'ai appuyé sur le mauvais bouton et j'ai supprimé tous les contenus. Et si vous ne pensez pas à ça, je vous assure que vous allez avoir beaucoup de frustration, et nous on s'est retrouvés comme ça avec des échanges où on devait récupérer de vieilles bases de données qui traînaient pour essayer de récupérer les contenus, enfin, la croix et la bannière. Pensez bien à versionner tout ce que vous faites. Et bien entendu, point numéro 9, tester. Tester. Vous n'imaginez pas le nombre de prises de tête qu'on a eu avec un client, parce qu'en fait, nous-mêmes, en interne, on n'a pas pris le temps de tester en profondeur. Exemple typique, on a un développeur qui développe il met en place une fonctionnalité, l'intégration d'une page, d'un élément, d'un bloc, ce que vous voulez. Il teste rapidement, il dit OK, c'est bon. Et en fait, il se dit OK, c'est bon, il ne vérifie pas assez rapidement, et en fait, il va montrer au client. Et là, le client va commencer à faire tous ses tickets. Et en fait, le temps de traiter les tickets est une perte de temps colossale. Parce qu'en fait, si le développeur, initialement, avait juste pris le temps, en général, 90% des tickets n'auraient même pas lieu d'être. Et c'est valable pour votre développeur, pour votre chef de projet, pour votre consultant en référencement, en performance, en sécurité. Testez. Et pour ça, d'ailleurs, je vous conseille là aussi d'avoir des outils, il y en a plein. Nous, par exemple, pour la création de sites, on a beaucoup Browser Stack, qui nous permet, en tout cas, pour faire le recettage dans de multiples résolutions sur de multiples navigateurs, qui est très utile. Mais cette étape-là, vaut mieux perdre une journée à recetter ce que vous venez de faire, plutôt que de l'envoyer au client, parce qu'en l'envoyant au client, vous allez perdre 2 jours en fait, juste dans les échanges, juste dans le traitement des mails, parce que le client il doit faire le ticket, il peut attendre qu'il ait fait son recettage, puis vous devez prendre en compte le ticket, puis le corriger, puis reprévenir le client, qui va retester, et s'il a retrouvé un bug, vous recommencez, etc. Donc, tester. Et point suivant, l'alimentation n'est pas correcte, travailler en équipe. Alors, j'aime pas. Je suis pas hyper fan du terme chef de projet. Parce que le terme chef de projet implique souvent, c'est lui qui gère la merde. Grosso modo, c'est lui qui gère le client, les échanges, et qui est l'intermédiaire entre le développeur et le client final. Ayez en tête que tout projet où vous êtes à plus de 2 à travailler dessus,
enfin plus d'une personne plutôt. Vous êtes une équipe, vous n'êtes pas là pour vous tirer dans les pieds les uns les autres, vous êtes là pour vous entraider, et que le chef de projet doit aider son développeur, que le développeur doit aider son chef de projet, et que vous êtes là dans un seul et unique but, que vous répondiez aux besoins du client de manière fluide. Il n'y a pas un responsable. Si un projet merde, toute l'équipe est responsable. À des degrés divers, mais il n'y a pas une seule personne qui va prendre tous les taquets de la prestation qui est en cours. Et le chef de projet, sa grande responsabilité, c'est de correctement communiquer. Si vous êtes sur des projets un peu complexes, vous allez avoir un chef de projet, puis un intégrateur, un graphiste, un développeur, et puis un rédacteur de contenu, et puis plein d'autres gens autour. Et de lui dépend tout, parce que c'est de sa façon de communiquer l'information que va dépendre la réussite du projet. Mais c'est pas pour autant que c'est lui qui est responsable. Et donc déjà en interne, enfin, je connais pas mal d'agences sur Nantes ou ailleurs en France où c'est n'importe quoi en termes de gestion. On se tire dedans, c'est de sa faute, c'est pas moi, regarde ce qu'il a fait, etc. Dites-vous bien, vous êtes une équipe. Là où ça devient vraiment la merde, c'est dès que vous travaillez en externe. Alors, nous, par expérience, si on a un prestataire en plus dans la boucle, en général, ça va mal se passer. Alors je dis pas que ça va très mal se passer, mais ce sera jamais parfait. Pourquoi? Parce qu'en fait, le prestataire avec qui vous allez travailler, vous ne savez pas comment il vous perçoit dans la prestation. Il y a des prestataires où ils sont vraiment en partenariat avec vous, et là, le projet se déroule très bien. Et il y a des prestataires qui lui disent, putain, il fait chier, lui, il va nous emmerder à venir fourrer son nez dans notre travail. Ou alors, il vient nous piquer le client, donc je vais lui mettre des bâtons dans les roues, parce que j'ai pas envie de bosser avec lui. Et ça, c'est hyper compliqué. De même, vous avez des prestataires qui ont, je vais en parler tout à l'heure, qui ont de l'ego. Nous, par exemple, à l'agence, on est des experts en référencement. C'est notre cœur de métier, donc on fait un audit pour un site client, on leur dit, bah, sur votre site, il y a ça qui va pas, il faudrait corriger. Et ça nous arrivait de nous prendre la tête avec les développeurs des clients, parce qu'en fait, ils l'ont pris pour eux. Ils se sont dit, bah voilà, le mec vient me critiquer, il vient me mettre des taquets, il vient dire que ce que je fais, c'est de la merde. Non, c'est juste pas son métier. Moi, je suis là pour apporter mon expertise, et on est là pour travailler conjointement avec le client. Et les frustrations comme ça avec les prestataires, vous n'imaginez pas le nombre de fois que ça peut arriver. Et surtout, où, de par leur fonctionnement sur lequel ils ne communiquent pas suffisamment avec vous, ou de la manière dont ils vous perçoivent, ils peuvent faire n'importe quoi. Et ça m'amène à un conseil qui est assez drôle, et là c'est encore un petit extrait qui s'est passé donc hier, avec Valérie qui est ici, qui a développé chez nous, et qui avait en charge la migration d'un site WordPress, un truc classique, et puis on commence la migration et ça marche. Donc je viens aider, puis ça marche pas, puis l'autre développeur vient aider, et ça ne marche toujours pas. Et on échange, puis on teste, puis on n'y arrive pas, puis au bout d'une après-midi entière sur une migration de site, qui théoriquement aurait dû se passer en 15 minutes, top chrono, on arrive à comprendre qu'en fait le prestataire finalement voulait pas trop bosser avec nous et puis il nous avait pas expliqué, donc en fait il fallait qu'on devine qu'on rajoute ces lignes de code dans le fichier de configuration de WordPress pour que ça marche. Mais ça, il nous a pas passé l'info. On a perdu une demi-journée parce que le prestataire derrière ne voulait pas communiquer avec nous parce que ça faisait chier qu'on bosse sur le projet de son client. Et ça, c'est arrivé plein de fois. Ce qui me mène à un conseil hyper important, essayez de maîtriser l'hébergement. 90%, 95% des prestations sur lesquelles on a travaillé, sur lesquelles on n'avait pas la main sur l'hébergement, se sont mal passées. On a eu un cas un jour, c'était improbable, une mise en production, c'est toutes les URL du site en 404, que des pages d'erreur. Puis on cherche, alors on regarde, est-ce qu'on a mal migré, est-ce qu'on a une fonction qui pète, est-ce qu'on a oublié des fichiers, enfin, on cherche. Et en fait, c'est juste que l'hébergeur, il n'avait pas activé le module Apache pour réécrire les URL. Mais on n'avait pas accès à la configuration. Donc on a perdu une demi-journée avant de se rendre compte qu'en fait, l'hébergeur du client, il est un petit peu con. Il n'a pas activé les modules de base d'un serveur web classique. Donc maîtriser l'hébergement, c'est hyper important. Parce que de là découle aussi la fin de la prestation. Et retenez un truc qui est qui a beaucoup d'importance, c'est que le client, quand il va venir vous juger, c'est-à-dire que quand il va se dire est-ce que je continue à travailler avec vous, il va surtout retenir la fin de la prestation. Donc, même si des choses se sont mal passées au cours de la prestation, si vous avez trouvé les solutions, si vous avez été pédagogue, si vous avez communiqué, au final, le client sera satisfait. Mais si à la fin, la dernière partie, tout part en cacahuète, le client va vous dire voilà, c'est les branquignoles, je vais pas y retourner, plus jamais je bosserai. Mais tous ces principes-là que je vous ai donnés, c'est les principes de base. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on fait quand vous avez une embrouille avec le client et que le projet se passe mal, sur tous les niveaux dont on vient de parler, peu importe lequel? Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les étapes que je dois mettre en place et surtout quels sont les grands principes à appliquer?
Alors, je vais vous donner plein d'exemples de mails qu'on a reçus de clients, des mails qu'on aime beaucoup recevoir parce que ça fait toujours plaisir à lire. Donc là, c'est une cliente pour un audit en référencement naturel, donc sur WordPress. Vous êtes conscient du cycle de travail fourni et vous n'avez pu opérer l'ensemble des tâches que vous souhaitez facturer. S'il vous faut 3 jours et X heures de téléphone pour réaliser une tâche simple et une analyse de mots-clés, blablabla, blablabla, vous êtes des incapables, blablabla, blablabla, remboursez-moi, etc., etc. Imaginez bien, vous envoyez votre audit de référence naturelle, vous êtes content de vous, puis 1 à 2 heures après, vous recevez ça. Qu'est-ce que vous devez faire? Alors, la première chose, ça peut paraître très bête parce que les gens ne le font pas assez, c'est essayer de comprendre le client. Mettez-vous à sa place, essayez de vous mettre dans sa posture et dire pourquoi mon client, tout d'un coup, est venu nous mettre un taquet comme ça dans la tête. Reprenez tous vos échanges, reprenez le travail que vous avez fait et vous posez de dire voilà, qu'est-ce qui a merdé, qu'est-ce qu'on n'a pas compris, qu'est-ce qu'on a mal fait. En l'occurrence, c'est un de mes collègues avec un audit de référencement. Le premier réflexe, c'est on regarde ensemble l'audit que tu as fait, et on va voir pourquoi la cliente est mécontente. Sachez un truc très important, l'erreur humaine. Aucun développeur, aucun consultant, aucun intégrateur fait du travail parfait tout le temps. Il y aura des fois des travaux qui ne seront pas bien aboutis, qui ne vont pas correspondre parfaitement aux besoins, qui vont bugger un petit peu, ça, c'est normal. Donc là, on a repris, puis on a essayé de se dire, voilà, pourquoi ça a planté. Et pour la petite histoire, là, c'est un cas un peu, on va dire, extrême, parce que c'est un des rares clients sur lequel on a lâché l'affaire. Parce qu'en fait, c'est une cliente qui ne comprenait strictement rien au web, et qui mélangeait tout, et qui forcément ne lui apportait pas ce qu'elle voulait, parce qu'elle attendait quelque chose qui ne correspondait pas à la prestation qu'elle a signée. Pour ceux que ça parle, elle s'attendait dans l'audit de référencement à ce qu'on parle d'HTTP2, ce qui n'a strictement rien à voir avec du référencement naturel. On avait un mail long comme le bras de tout ce qui n'allait pas. Mais là, la problématique de base, c'était que dans l'estimation du besoin, le point numéro 1 dont je vous ai parlé, qu'est-ce qu'elle attendait? C'était pas un audit de référencement, c'était un audit global de performance, de sécurité, de code, de tout ce que vous voulez, mais pas un audit SEO. Donc forcément, le livrable qu'on a envoyé n'était pas le bon. Même si le livrable en lui-même était bien. Mon collègue a très bien fait son travail. C'est un bon audit, classique, comme on l'a fait habituellement, pas de souci. Et ça, c'est hyper important, c'est de comprendre. Deuxième exemple, un client le matin. Alors, vous noterez son français parfait à ce client d'ailleurs au passage. Mon pire concurrent avec une page Google adresse dédiée à son entreprise, est-ce normal que je paye une équipe pour être avant-gardiste et que je suis toujours le dernier sur le banc? Je vous informe que je pense arrêter vos prestations au vu de la dégringolade des places. Merci de réagir et sans embarras. C'était il y a 2 ans, le client est toujours client. Il n'y a aucun souci, il est toujours en train de travailler avec nous. Bon, il ne paye pas toujours en temps et en heure, mais il bosse toujours avec nous. Et en fait, c'est des choses qui sont très importantes à comprendre, c'est que vous allez recevoir ça. Et il y a un truc qui est très important, c'est de trouver une solution. Donc, le client a dit, en gros, qu'il tapait son activité dératiseur à Bruxelles, pour être exact, et que quand on tapait dératisation de Bruxelles, c'était pas lui qui apparaissait dans la fiche local business, c'était son concurrent. Et bien en fait, vous, votre but, au début, le plus important, c'est une fois que vous avez écouté, c'est de trouver la solution. C'est la seule chose qui compte. Si vous trouvez la solution, pas de problème. Que ce soit de votre faute, que ce soit de la faute de quelqu'un d'autre, d'un autre prestataire, peu importe. Il faut apporter une solution au client. L'exemple de la migration, d'hier, là, avec le prestataire qui nous mettait des bâtons dans les roues sur le serveur, le client, il s'en fout que ce soit de notre faute ou de la faute de son prestataire. Lui, ce qu'il veut, c'est son site en ligne. C'est la seule chose qui importe. Donc, votre but, c'est de trouver la solution. Et après, on verra le pourquoi du comment. C'est à vous de chercher. Et là, en l'occurrence, pour revenir à ce petit exemple, c'est tout simplement que en fait, le client il a un tout petit budget. Le grand ISO, on ne peut pas tout faire tout le temps et qu'on travaille plein d'autres choses en même temps et qu'à un moment donné, on ne peut pas tout faire tout le temps. Donc voilà, il faut l'expliquer. Il faut lui expliquer pourquoi son concurrent est là. Il faut lui expliquer pourquoi ce n'est pas une priorité parce qu'il y avait d'autres actions qui pouvaient lui apporter beaucoup plus de business à ce moment-là. Et au final, ça s'est très bien passé. Ou alors, c'est que lui-même ne comprend pas les choses. L'exemple ici, vous voyez, il nous dit, voilà, je perds des places dans Google, ça ne va pas, aidez-moi, vous faites un travail de merde, comment est-ce que c'est possible? En fait, c'est qu'il ne savait pas mesurer un positionnement. Et effectivement, il y a des mots-clés qui dégringolaient, mais c'est des mots-clés qui n'avaient aucun intérêt dans son activité. Donc un mot-clé qui n'a aucun intérêt, il disparaît de Google, on s'en fiche, de toute façon, ça ne lui apportait pas de clients. Le but du jeu, comme je vous dis, c'est d'essayer d'être là pour l'accompagner et trouver une solution. Et vient le point le plus compliqué, mettez votre ego de côté. Quand un client vous balance un gros taquet dans la gueule, ne le prenez pas personnellement. C'est jamais contre vous,
Et pourtant, je peux vous assurer qu'en général, surtout les premières années, on le prend personnellement. Parce qu'on se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis une merde, j'ai pas fait le bon travail, j'ai pas compris, je suis pas assez compétent, je suis pas assez rapide, tout ce que je veux. Mettez votre ego de côté. Il ne vient pas vous attaquer personnellement, et à la fin de la journée, vous mettez ça de côté, vous rentrez chez vous et vous pensez à autre chose. On a des métiers d'informatique où on a des taux de burn-out qui sont hyper élevés, parce que les gens prennent à cœur des choses qui n'ont, entre guillemets, aucune importance. Il y a eu un bug sur le site du client, le client vous envoie attaquer, bon, il n'y a pas mort d'homme. Ça ne changera pas la face du monde et il ne faut pas prendre ça personnellement. Et ça, j'insiste, parce qu'on a tous ce défaut-là quand on commence le métier, quel que soit notre métier web d'ailleurs. Prenez pas personnellement les attaques de votre client, essayez juste de trouver une solution et d'aller de l'avant. Et pour aller de l'avant et mettre son ego de côté, il y a un point très important, donc là c'est l'inverse, c'est moi qui envoie un mail. Une refonte d'un site client sur un budget assez faible, en gros, c'était pas un site sur mesure, en gros le client avait un thème, il fallait juste paramétrer, optimiser son thème, performance, référencement, etc. Mais on partait d'un thème. Et son ancien thème, c'était une soupe de shortcode. Je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est des shortcodes, mais c'est des petits bouts de texte qu'on met entre crochets et WordPress, ça lui permet de générer des choses. Et en fait, comme on changeait de thème, les anciens shortcodes, ils restaient là. Quand j'ouvrais un de ces contenus, c'était une soupe de code. Et la première prestation du client, c'est de me dire je ne veux pas me retaper mes 400 articles à la main pour nettoyer mon code. Est-ce que vous pouvez le nettoyer automatiquement? Donc moi, je fais le nettoyage. Je nettoie bien, trop d'ailleurs. Et malheureusement, comme vous voyez dans le mail que j'envoie, j'ai écrasé quelques images au passage. Parce que imbriqué dans une soupe de shortcode, machin, j'ai pas réussi à la détecter, ça a écrasé. Et la problématique, c'est que le client, là, il a validé mon nettoyage. J'ai nettoyé, donc là, on m'a fait oh, c'est bon, ça marche, merci. Puis 3 semaines après, il fait oh, au fait, les images, elles sont. Et là, je croyais qu'il n'y avait pas eu de soucis sur le nettoyage, on allait de l'avant. Et ce qui m'amène à un point qui est très bête, c'est juste la dernière phrase. Reconnaissez vos erreurs. C'est bête, hein, mais on va tous merder tôt ou tard dans une prestation web. Et reconnaissez-le. C'est pas grave, là, je dis effectivement, bah oui, j'ai merdé, j'ai dégagé les images. Alors j'avais un vieux serveur avec leur ancienne base, donc il s'amusait à faire des copier-coller de ces images sur les quelques articles où les images ont été manquantes. J'ai fait quand même perdre du temps à mon client. Voilà, il a dû, je pense, passer une bonne journée à faire des copier-coller, par ma faute. Mais il n'empêche que reconnaître son erreur, et puis ensuite trouver une solution, parce que j'ai quand même réussi à récupérer les images par un autre biais, même si c'était pas du tout adapté, c'est hyper important. Et quand on reconnaît son erreur, ça nous ramène au point d'avant, hein, on met son ego de côté parce que son ego n'a aucune importance. Vous vous êtes trompé, ça arrive, et surtout, ça recommencera. Quoi qu'il arrive, vous allez refaire des erreurs dans votre activité. Et puis, il y a un autre truc qui est très important, ça j'insiste beaucoup parce qu'il y a beaucoup de managers dans plein de boîtes qui font ça n'importe comment. Vous n'êtes pas là pour pointer du doigt. Parce que là, j'ai dit, c'est un projet que je gérais seul à l'agence. Donc, j'ai vu la merde que j'ai fait, j'ai reconnu mon erreur et j'ai trouvé une solution. Mais très souvent, quand vous êtes à plusieurs, il y a quelqu'un, le chef de projet, ou le responsable, ou le directeur de clientèle, ce que vous voulez, qui va dire c'est de ta faute. C'est toi, regarde, t'as merdé, regarde, on a perdu de l'argent, regarde le client, mais contre. Vous n'imaginez pas à quel point dans certaines boîtes, c'est un art de venir flinguer son collègue ou son subalterne. Ne pointez jamais du doigt quelqu'un qui fait une erreur dans une boîte, un collègue, un prestataire. Par contre, expliquez-lui. C'est-à-dire qu'on fera tous des erreurs. Le but du jeu, c'est pas de ne pas en faire, c'est surtout de les éviter. Et des erreurs, il y en aura plein, parce qu'il y a des cas particuliers, et ça, vous n'y avez pas pensé, ou ça, vous l'avez jamais vu avant. Et une fois qu'on le sait, c'est d'éviter. Vous êtes toujours là, dans le web, gardez en tête que c'est un métier sur lequel vous avez une formation continue et constante jusqu'à la fin de votre vie. Le web évoluera toujours, vous êtes toujours là en apprentissage. Bon, ça fait 10 ans, un peu plus maintenant que je bosse dans le web, et j'apprends toujours des nouveaux trucs. Et des trucs improbables. Un jour, c'était pour une autre migration d'un site client, on devait importer le site de dev. Et puis on importe, je me dis c'est bizarre sur le site de dev, il manque des images. Et pourtant sur la production, il y a l'addition des images. C'est quand même bizarre. On regarde dans le FTP, et puis pas d'images. Enfin, les images qu'on cherchait ne sont pas là. Ouais, parce qu'il fallait savoir qu'un échelle FTP n'affiche que 2500 images maximum dans un dossier. Et pas de bol, le client en avait plus de 2500. Et ce genre de truc, si vous ne l'avez jamais vu avant, accrochez-vous pour le savoir. Et voilà, on a perdu en interne plusieurs heures à dire putain, pourquoi les images ne sont pas là alors que quand je tape l'URL, je la trouve quoi. Mais dans le FTP, elle y est. Et donc c'est ça en fait, c'est que quand quelqu'un a une problématique ou quand quelqu'un fait une erreur, soyez là pour transmettre l'information. Nous à l'agence, alors c'est pas encore parfait, mais par exemple, toutes les 2 semaines, on a ce qu'on appelle une veille interne.
C'est-à-dire qu'on a un système de chat interne dans lequel on échange des articles qui sont intéressants. Mais en fait, toutes les 2 semaines, on va faire un vrai point. On est tous en salle de réunion avec un petit café et on redéroule la veille ensemble et on en discute. Et la semaine suivante, on est plutôt sur une réunion d'entraide. Il y en a un qui a une problématique, qui veut échanger avec tout le monde dans l'agence. Il dit, bah voilà, moi sur tel client, j'ai telle problématique technique, ou j'ai telle interrogation en référencement. Et on va passer 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, ça dépend des cas. On va juste échanger justement pour éviter des erreurs et justement pour s'entraider. Et il y a un autre point qui est très important et qui est oublié, je vous ai parlé tout à l'heure du cahier des charges. Quand ça va mal, en fait, c'est souvent que vous n'avez pas correctement défini le besoin. Vous n'avez pas correctement transmis l'information, vous n'avez pas correctement échangé. Ce que je vous conseille de faire, même pendant une prestation, et si possible en amont, c'est de faire ce qu'on appelle un cahier de spécification. C'est-à-dire que vous allez avoir la phase initiale de j'ai le devis. Le devis, souvent, il y a un cahier des charges. Mais ce cahier des charges, il est souvent rédigé par le client. En tout cas, il est rédigé pour que le client le comprenne. Sauf que dès que vous appliquez ça au monde réel, un développeur ou un intégrateur, c'est souvent beaucoup plus technique. Nous, ce qu'on fait à l'agence, c'est qu'on fait aussi un cahier de spécification, qui, lui, est destiné aux développeurs et à l'intégrateur, avec le détail précis de tout ce qui doit être fait, comment ça doit être fait. En fait, ne laissez aucune marge d'erreur à l'appréciation. Laissez un collègue, peu importe son métier, essayer de deviner ce qu'est la demande réelle. Il n'y a rien de pire pour planter un projet. Et ce point-là, il est hyper important. Ce cahier de spécification, on le fait valider au client. Et il fait foi sur tout le reste du développement. Donc vous êtes sûr que sur la suite du projet, on va dire, ça va se dérouler un petit peu. Mais malheureusement, vous allez avoir toujours des choses qui se passent mal. Donc encore un autre exemple de mail au sujet d'un client. Un client sur de l'audit de référencement et qui répond donc à un de mes collègues référenceurs et qui dit, ben voilà, quand je vois le dernier mail qui détaille les préconisations du méga menu, retenez bien la phrase qu'il dit, et qui est bien plus clair que celui de l'audit. Cette formulation-là, la manière dont il l'a dit, c'est un point qui est très important et qui est très bête. Reformulez ce que vous dites. Tous les clients sont différents. On va avoir tous tendance, dans nos métiers respectifs, à avoir des formulations techniques, parce qu'on connaît parfaitement notre métier. Moi, si vous venez me voir, je vais vous parler d'indexation, de crawl, de rendering, de plein de choses comme ça, qui sont des termes techniques liés au référencement naturel, mais que je connais sur le bout des doigts. Vous pouvez être sûr que si je parle à un client comme ça, à part quelques-uns qui vont réussir à me suivre, la plupart vont me regarder les gens de quoi ils parlent. Parce qu'en fait, on a tous un énorme défaut, on utilise les termes que l'on maîtrise et les termes techniques de notre métier. Alors que nos clients ne s'expriment pas comme ça. Et c'est une source d'incompréhension et de frustration pour tout le monde. Je vous donne l'exemple d'un client. Un client, il ne va pas taper optimisation du crawl et de l'indexation et du maillage interne. Il va taper pourquoi mon site n'est pas dans Google. Et c'est des choses très terre à terre. Et donc, dès que vous allez échanger avec un client, je prends un exemple typique, vous allez dire à un client, ben voilà, moi je vais faire votre site, je vais faire un responsive design. Alors déjà là, vous avez perdu 3/4 de vos clients, parce que le terme est trop technique. N'hésitez pas à reformuler. Et là, en l'occurrence, le référenceur en question reprend des audits qu'on fait classiquement pour nos clients, et que la plupart comprennent, mais ce client-là, malheureusement, c'était trop technique. Et ce qui fait que la simple reformulation par mail, le client, il a compris. Il a dit, mais en fait, là, votre mail, il était 10 fois plus clair, plus limpide, plus rapide pour moi que le rapport d'audit que vous m'avez donné. Et c'est hyper important de reformuler ou de demander tout simplement à votre client, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez bien entendu ce que je vous ai dit sur l'audit ou sur la création, sur le développement spécifique que vous avez demandé? Ça, c'est vraiment hyper important. Autre exemple aussi, ça fait toujours plaisir sur le mail. Vous avez réalisé 1% des prestations évoquées, une très grande déception dans l'unique tâche effectuée, un accompagnement non adapté. Donc, autant vous dire, quand un client commence comme ça, la journée commence mal, hein. C'est mal parti. Et malheureusement, il y a un point qui est très triste dans ce que je vais vous dire, mais des fois, dans une prestation web, je vous conseille d'abandonner votre client. Alors moi, vraiment, vous n'avez plus d'argent pour vivre jusqu'à la fin du mois, mais il y a des clients qui sont anxiogènes pour vous, pour vos équipes, et il faut essayer de s'en débarrasser. Alors, je dis ça comme ça, genre c'est fastoche, c'est très loin d'être facile de quitter un client. De trouver le juste milieu de quand est-ce qu'on quitte un client parce que ce client nous pose problème, bah en fait, pourtant c'est quelque chose qui est très important. On a eu un client nantais qui fait de la visualisation 3D de maison.
Première prestation, c'est très mal passé. On a eu après, moi j'ai un rendez-vous avec le patron de ce client-là justement pour remettre tout à plat. Ils nous ont demandé une deuxième prestation. On s'est dit bon, on va recommencer, on a mis les choses à plat, on s'est carré, etc. Bon, ça n'a pas loupé, la deuxième prestation est partie en cacahuète aussi, frustration, engueulade, client pas content, délai non respecté, etc., etc. Et donc en fait, essayez de garder en tête que c'est pas parce que vous efforcez de faire bien votre travail, que vous essayez de communiquer, de reformuler, d'être pédagogue, de suivre le planning, et des fois, de toute façon, ça passera. Et malheureusement, il y a des gens qui ont un besoin web, mais qui ne comprennent rien au web. Et malheureusement, ces clients-là, des fois, certains, il faut mieux les laisser se débrouiller, laisser d'autres prestataires s'en occuper. Mais voilà, des fois, c'est quelque chose à faire. Et je finirai juste sur cette citation parce que je trouve qu'elle est très vraie dans notre métier. Si un jour on te reproche que ton travail n'est pas un travail de professionnel, dis-toi bien que des amateurs ont construit l'arche de Noé et que des professionnels le Titanic. Donc restez toujours humble par rapport à ce que vous faites, apprenez, échangez et communiquez. 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 J'ai fini pour ce petit meet-up. Des questions, des remarques. N'hésitez pas, je parle. Pas tant des questions, mais c'est vrai qu'il est toujours plus simple d'expliquer, même si c'est difficile. C'est toujours plus simple d'expliquer, ce que tu évoquais tout à l'heure sur la notion de communiquer. Les gens sont toujours prêts à tout entendre à partir du moment où on leur explique. C'est ça. Et il faut surtout le faire tôt. Ouais, parce qu'en fait, j'ai eu l'expérience de projets qui duraient. Et en fait, l'explication de ça va mal, on l'a fait trop tard. Et en fait, l'idée, c'est que le chef de projet, enfin, celui qui chapeaute le projet d'un point de vue planning, gestion des équipes, etc., c'est de lui que tout dépend, entre guillemets, de juste dire attention, là, sans que ça commence à dériver, au budget, planning, ce qu'on veut, tout de suite on fait le point et on remet à plat tout ce qu'il attend. Et surtout de correctement expliquer, parce que le client, lui, des fois, il s'en fiche de savoir le pourquoi du comment, il veut juste une solution. Donc on lui explique pour justement essayer d'aller là. Moi j'ai une question parce qu'il y a quelque chose que que vous utilisez dans votre présentation. C'est quoi pour vous une prestation quand on votre web? Qu'est-ce que vous représentez une prestation en quelque part? Alors une prestation, c'est n'importe quelle demande d'un client. C'est tout ce qui va faire l'objet d'un devis. Donc si pour un projet WordPress, il y a les créations. Donc si nous on fait par exemple quelques prestations de création de site, donc ça va être des budgets entre 10 000 et 20 000 euros, sur lequel on va avoir le cahier des charges, une charte graphique sur mesure, l'intégration HTML, CSS pour faire un thème qui soit cohérent, développement des fonctionnalités, rédaction de contenu, référencement, etc. Mais après, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le client qui a un tout petit besoin. J'ai besoin d'avoir un formulaire de réservation parce que je loue des biens immobiliers. Je sais pas moi, ça peut être ça. Ça peut être, tiens, j'ai besoin d'importer 300 adhérents dans la base de données WordPress, mais je ne vais pas les faire là-bas. Ça peut être un module de référencement, ça peut être n'importe quoi, n'importe quelle prestation. Et même si j'ai pris beaucoup l'exemple de création de site, on parle de WordPress, ça s'applique à n'importe quel type de prestation web dans lequel vous accompagnez un client. Mais dans n'importe quel secteur d'activité. Référencement payant, emailing, réseaux sociaux, ce que vous voulez. Dès que vous l'accompagnez, de se dire, voilà, posez les choses correctement. Je voulais savoir ce que vous appeliez un audit. Alors nous, les audits, la plupart de nos clients, notre cœur de métier, c'est le référencement. En gros, ils sont pas assez hauts dans Google. Et donc nous, en fait, on démarre par des audits. C'est-à-dire qu'en fait, on fait l'analyse de tous les critères de référencement naturel du client. Donc on va auditer le code, on va auditer la structure, on va auditer les contenus, on va auditer les mots-clés de son activité, on va auditer la popularité de son site, on va auditer ses concurrents. Donc ça fait des rapports, en général, c'est un bon pavé à lire assez sympa. Mais là encore, on sait que nous-mêmes, on doit s'améliorer. On met des gros rapports, et la client nous dit, vous êtes gentil, hein, j'ai 60 pages, il y a la moitié, c'est des termes techniques que je ne comprends pas. Donc il faut être capable non seulement de lui fournir ça, parce qu'il en aura besoin lui-même pour ses prestataires, mais aussi d'être capable de lui expliquer, de vive voix, par mail, par visio, de lui dire, voilà, votre problème aujourd'hui en référencement, c'est ça, ça, ça. Oui. Durant votre conférence, vous parliez de développement web. Oui. Vis-à-vis de ce que vous avez dit, c'était un peu au final un projet avec un client en général et pas forcément web, j'aurais dit. Alors oui, parce qu'en fait, la gestion de projet, WordPress ou web, ça s'applique en fait n'importe quelle autre gestion de projet. Vous avez, je sais pas moi, vous faites construire votre maison, vous aurez les mêmes problématiques. La personne qui va gérer la construction de votre maison, quasiment 90% de ce que j'ai dit, ça va être les mêmes problématiques. Et en fait, ça s'applique effectivement à plein de secteurs d'activité. Là, l'idée dans le web, c'est surtout la spécificité qu'on va avoir,
c'est les termes techniques et surtout la multitude de critères techniques qui peuvent influer. L'exemple typique, je vous donne un exemple chez un client où on se crée la tête avant de trouver. On livre le site, client teste, il dit c'est bien, ça marche, cool. Une semaine après, il nous dit sur mobile ça marche pas. Le menu ne marche pas. On teste, ça marche. On teste tous les téléphones de l'agence, ça marche. Et la cliente nous dit on a 2 téléphones dans toute la boîte qui ne marchent pas, mais les autres marchent. Et en fait, sur iPhone 5, sur le navigateur Safari, le menu ne marchait pas. Sur iPhone 4, ça marchait. Sur iPhone 6, ça marchait, mais pas sur iPhone 5. Ça, on l'a trouvé. Et c'est un point technique qui est déjà très compliqué à gérer pour un chef de projet, des développeurs, des intégrateurs. Mais alors, le faire comprendre à un client, c'est. On rame du coup. C'est expliquer comment ça marche. Mais effectivement, en tout cas, pour répondre à ta question, la plupart des conseils que j'ai pu donner là, ça s'applique à n'importe quel projet client. D'autres questions ? Ça va. Merci en tout cas. Merci.